J'ai formé mon petit-fils depuis ses 12 ans, lui enseignant tout ce que je savais. Ton air est révolu, grand-père. Ce n'est pas personnel, tu ne es plus qu'un fardeau désormais, a-t-il dit, en faisant glisser la lettre de licenciement sur mon bureau. J'ai simplement chuchoté, qu'il en soit ainsi. L'action a chuté de 42% après mon dernier email. Ton air est révolu, grand-père. Ce n'est pas personnel. Tu n'es plus qu'un fardeau désormais. Voilà ce qu'a dit mon petit-fils, sans la moindre hésitation. Juste une formule corporate, froide, débitée par quelqu'un qui vérifie encore ses tableurs du bout du pouce. Il n'a pas scié, pas une seconde, en faisant glisser l'enveloppe sur le bureau. Ce même bureau que j'avais gravé au canif, en 88, parce que nous n'avions pas les moyens de le remplacer. Il a probablement pensé que cette entaille était un élément de design, un choix de marque. J'ai ramassé l'enveloppe, je ne l'ai pas ouverte, je n'ai pas posé de questions, j'ai simplement dit, qu'il en soit ainsi. Il a cligné des yeux. Comme s'il s'attendait à plus. Peut-être à une protestation, à des larmes, ou à un ultime geste désespéré. À la place, j'ai calmement ajusté mon bouton de manchette, celui avec l'emblème de Hawthorne, l'original, avant que la refonte de marque d'Ethan ne le transforme en un logo digne d'une start-up de biotechnologie pour les arts. Je m'appelle Lewis Danner, j'ai 67 ans, et je suis le fondateur de Hawthorne Group. Nous avons commencé dans un box de stockage, avec une ligne fixe, et un fax qui bourrait dès qu'il pleuvait. Je me suis levé, sans poignée de main, sans adieu, avec pour seul bruit le craquement subtil de mes genoux, et le poids de 4 décennies portées par une seule colonne vertébrale. Il y avait 3 autres membres du conseil d'administration dans la pièce. L'un d'eux regardait par la fenêtre. Les 2 autres examinaient leurs ongles, comme si une manucure parfaite se cachait sous leur culpabilité. En sortant, je me suis arrêté près d'Ethan. Il était déjà en train d'actualiser sa boîte de réception. C'est de l'évolution. Pas de la trahison, a-t-il murmuré, tu as toujours dit, s'adapter ou mourir. Je l'ai regardé. Tu t'es adapté, ai-je dit, pour le reste, nous verrons. À la réception, j'ai déposé mon badge de sécurité sur le comptoir. Puis, j'ai plongé la main dans la poche de mon manteau, et j'ai glissé une note manuscrite en dessous. Le réceptionniste y a jeté un coup d'œil. Juste un nom. Écrit en lettres majuscules. Linda, il n'a pas posé de questions. J'ai pris l'ascenseur pour une longue descente. Un analyste junior est monté, m'a reconnu. Et m'a adressé un salut nerveux de la tête. J'ai répondu par un simple hochement, lent, délibéré. Quand je suis arrivé dans le hall, le mur des fondateurs m'a fait face. La photo de mon fils y était toujours suspendue, juste à côté de la mienne. Il est mort. Il y a 5 ans. Ethan avait 15 ans. Le verre recouvrant notre photo était plus récent que les autres. Je l'avais fait remplacer après qu'un stagiaire l'eût fissuré avec une perche à selfie. Avant de partir, j'ai sorti un feutre noir, et j'ai écrit un seul mot sur le verre, héritage. Puis je suis sorti. Dehors, le vent avait un goût de métal brûlé. La tempête approchait. Mon pick-up, toujours le même Ford rouillé de l'époque, m'attendait. À la 3e rangée du parking couvert. Dans la boîte à gants, se trouvait un étui en cuir usé. Pas une enveloppe, pas une clé USB, un étui. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait 3 choses, une copie de notre accord d'actionnaire d'origine, une serviette en papier pliée avec une liste de 4 noms, et une clé sans aucune étiquette. Attendre, c'est tout. J'ai pris l'étui, je l'ai verrouillé dans la console centrale, et j'ai démarré. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé au vieux bureau, celui que nous n'avons jamais vendu, celui dont Ethan ignore qu'il est encore alimenté en électricité. Je me suis assis au bureau d'origine, toujours bancal,
toujours le mien. J'ai démarré l'ordinateur central que nous avions. Laissé là, tel un vieux vestige. Il vrombissait encore, comme une tondeuse à gazon en surchauffe. Il y avait un unique dossier sur le bureau, intitulé clause de rétrocession à 2. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai simplement souri. Puis, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mes emails, et j'ai envoyé Connor 4.3 à 2. Il était temps de craquer l'allumette. Pas de salutation, pas de signature, juste envoyé. La réponse ne viendrait pas tout de suite, mais l'étincelle était lancée. Ils diront que la chute a été soudaine, une anomalie du marché, une correction technique, ou un simple rééquilibrage. Ils ne sauront pas ce que la clause 4.3 signifie réellement. Mais Ethan, lui, le saura. Quand les chiffres commenceront à saigner, et que la presse commencera à appeler, il se souviendra de ce dossier que je n'ai pas supprimé, et de cette clé. Et peut-être, juste peut-être, qu'il comprendra qu'il n'a jamais été question de pouvoir. C'était une question de patience. Il pensait que j'avais perdu. Il a oublié qui lui avait donné le manuel de jeu. On dit que l'héritage saute une génération. Ce n'est pas vrai. Ethan ne l'a pas sauté. Il l'a observé, l'a étudié, l'a appris comme une langue, puis l'a réécrit dans un dialecte que je ne parle plus. Quand il avait 12 ans, je le laissais me suivre comme mon ombre le vendredi. L'apprentissage, comme je l'appelais. Il s'asseyait à côté de moi, au vieux bureau, me regardant lire des contrats avec un stylo rouge, tout en sirotant un café noir dans un mug ébréché où il était écrit « Risque et récompense ». Il posait de vraies questions, à l'époque. Pourquoi utiliser des clauses compliquées si elles ne font qu'embrouiller les gens? J'ai répondu que le droit, c'est comme les échecs, pas les dames. La confusion est une protection. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait. Peut-être comprenait-il. Il fut un temps où il était fier d'être mon ombre. Je me souviens d'une soirée où nous étions restés tard, pour examiner une proposition d'une exploitation minière. Dans l'Idaho. Le bureau était sombre, à l'exception de ma lampe de table. Ethan s'est assoupi au milieu d'une phrase, et je l'ai couvert avec ma veste. C'était la première fois qu'il m'appelait grand-père, au lieu de monsieur. Mon fils, Daniel, était le pont entre nous. Il avait mes yeux, mais aucune de mes obstinations. Il dirigeait avec calme, et gérait les clients comme de vieux amis. Il savait quand pousser, et quand écouter. Ethan a hérité de cela, du moins de son charme superficiel. La dernière fois que Daniel et moi nous sommes assis seuls, c'était dans ce même bureau. Il était déjà malade à ce moment-là. Pas encore en phase terminale, mais assez proche pour que le silence devienne pesant, tranchant. Je ne m'inquiète pas pour l'entreprise, disait-il, mais je m'inquiète pour Ethan. Il écoute le bruit ambiant. C'est toi, la boussole. Il a ri doucement, puis a ajouté, ne laisse pas la marque perdre son nom. C'est tout. 3 semaines plus tard, le cancer a gagné. J'ai dirigé la cérémonie moi-même. Ethan n'a pas pleuré, pas une seule fois. Je me suis dit que c'était le chagrin. Aujourd'hui, je n'en suis plus sûr. La première fissure est apparue il y a 2 ans. Ethan a fait pression pour un changement de nom. Il voulait abandonner Hawthorne, pour adopter la marque H2 Capital. Il disait que cela sonnait moderne, évolutif, neutre. J'ai dit que cela ressemblait à une marque d'eau en bouteille. Il n'a pas ri. Puis est venue la vague frénétique d'embauche, de jeunes diplômés d'école de commerce, de MOA. La mode du capital risque. Il a arrêté d'utiliser le papier, et s'est mis à traiter l'histoire comme de l'encombrement. Un jour, j'ai retrouvé le trophée encadré de notre première introduction en bourse dans la corbeille. Il m'a dit que c'était déjà numérisé. J'ai essayé, une fois, de le ramener à la raison.
Je l'ai emmené déjeuner avec Vernon Shaw, un client historique, de la vieille école du pétrole, un homme de parole et de poignée de main. Vernon se souvenait d'Ethan enfant, et lui parlait comme à un membre de la famille. Ethan a vérifié son téléphone 6 fois avant l'arrivée de la soupe. Quand nous sommes sortis, j'ai dit, tu n'écoutes plus. Il a répondu, nous ne pouvons pas grandir si nous regardons toujours en arrière. Il ne voyait pas l'ironie de la situation. La dernière réunion du conseil d'administration, avant mon éviction. Je m'en souviens maintenant comme d'une répétition générale. Ethan menait la séance. J'étais assis, silencieux. Il a présenté la stratégie du 4e trimestre. Comme s'il s'agissait d'une conférence TED. Des diapositives, des bons mots, des données, des cartes thermiques. Tout le monde a applaudi. Pas moi. Après coup, il m'a demandé, pourquoi es-tu si silencieux? J'ai répondu, j'ai déjà parlé. C'est toi, qui as cessé de m'entendre. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au vieux bureau, celui que nous n'avions jamais inscrit dans les livres de compte. Ethan ignore son existence. Daniel la connaissait. À l'intérieur, les meubles étaient poussiéreux, mais intacts. Je me suis versé un whisky, sans glaçon. Puis, j'ai ouvert le 2e tiroir du classeur, et j'en ai sorti un dossier. Pas une sauvegarde numérique. Le vrai dossier, étiqueté de la main de mon fils, pour Ethan, uniquement si nécessaire. Je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas brûlé non plus. Je l'ai simplement glissé à nouveau dans le tiroir, avant de le verrouiller. Daniel ne m'a jamais dit ce qu'il y avait dans ce dossier. Il m'a seulement dit. Il y a des années, il vaut mieux que cela ne sorte jamais. Mais s'il s'égare, peut-être que cela l'aidera à retrouver le nord. Ethan n'a jamais posé de questions. Il n'a jamais su que cela existait. Je l'ai gardé scellé parce que je croyais encore qu'il pourrait changer de voix. Maintenant, disons simplement que j'ai déverrouillé le tiroir. Et le lendemain matin, je l'ai laissé dans un endroit où il pourrait être trouvé. Mais seulement s'il le cherche. Ethan n'a pas seulement pris la présidence, il s'est approprié notre histoire. La semaine après qu'il eut fait glisser la lettre de licenciement sur mon bureau, le site web de l'entreprise a changé. Pas d'annonce officielle, juste une discrète révision de la page Notre Histoire. On y lisait H2 Capital A. Été fondé par Ethan Danner, un leader visionnaire construisant l'avenir de la finance patrimoniale. Finance patrimoniale. Le mot au sort n'apparaissait pas une seule fois. Celui de Daniel non plus. Je suis passé au bureau ce vendredi-là, non pas pour provoquer une confrontation, mais simplement pour observer. La plaque du hall d'entrée avait disparu. On pouvait y lire autrefois Hawthorne et Danner, en laiton poli monté sur du noyer foncé. Daniel avait choisi le bois lui-même. Désormais, il y avait un mince rectangle argenté, avec les lettres H2 gravées en Helvetica. Minimaliste. Je ne suis pas monté à l'étage. Je n'en avais pas besoin. Ce week-end-là, Ethan est apparu dans un podcast. Bâtisseur d'avenir, ou quelque chose du genre, avec des couleurs néon et un point d'exclamation dans le logo. L'animateur l'a interrogé sur les racines de l'entreprise. Ethan a souri, c'était à moi de la moderniser, depuis le début. J'ai respecté le passé, mais il fallait tourner la page. Il n'y a pas de place pour la nostalgie dans la croissance d'une entreprise. Il a marqué une pause. Puis a ajouté, l'ancienne direction résistait au changement, mais j'étais préparé. Ils ont ri. Le lundi matin, un ancien client m'a transféré le lien. Avec pour seul objet. Tu vas bien, Lewis? Je l'ai supprimé sans l'ouvrir. C'est alors que les véritables dégâts ont commencé. Un audit de conformité a été gelé. Le Hawthorne Estate Trust a déclaré devoir vérifier les distributions. Ce trust finançait une
bourse pour les anciens combattants que Daniel et moi avions créée il y a 10 ans. Nous appelions les lauréats de chaque année, les 10 silencieux. Les versements ont brusquement cessé. J'ai appelé notre comptable de famille. Il avait l'air ébranlé. Ethan invoque la clause 14B de l'amendement de dérogation des actionnaires. Il a obtenu le contrôle temporaire. Je n'ai jamais vu cette clause utilisée de cette manière. Moi non plus. Il est allé vite. Dès le jeudi, le conseil d'administration a tenu un vote. À distance, sans papier, décisif. J'ai été officiellement déchargé de toutes mes fonctions consultatives résiduelles. 2 abstentions, aucune objection. La signature finale était numérique. Horodatée à 9h42. Je l'ai fixé pendant 5 minutes, avant de fermer le document. Pas de rage, pas de contestation, juste du silence. J'ai appelé Vernon. Chaud. Je me disais qu'il accepterait au moins de déjeuner avec moi. Il n'a pas répondu la première fois, ni la deuxième. Quand il a fini par décrocher, sa voix était tendue. Ethan est ambitieux, intelligent, froid, mais il n'a pas tort. Tu l'as élevé. Pour cela, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Vernon, je reste à l'écart. Pour le moment. Cette enveloppe que tu as laissée. Peut-être devrais-tu la garder scellée encore un peu. Clic. Le mercredi, je me suis garé près du quai de chargement. Je n'ai pas entré. J'ai juste attendu. Thomas, l'un des associés Junior, est sorti avec un carton. Il m'a repéré, s'est arrêté, puis s'est approché et a délicatement posé le carton sur mon siège passager. À l'intérieur, se trouvaient les livres de Daniel, une photo dédicacée de notre premier contrat, et mon vieux stylo plume. Il réaménage le 8e étage. Tout s'en va, a dit Thomas. Il a hésité. Tu ne tiens pas ça de moi. J'ai hoché la tête. Il a regardé le bâtiment une dernière fois. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de tuer. À ce stade, je n'étais plus un fondateur. Ni sur le papier, ni dans les archives, ni même dans les notes de bas de page. Un ancien stagiaire m'a envoyé une photo par email. Il avait visité le siège pour une visite guidée. Il y avait un mur de portraits de dirigeants. Le mien avait disparu. Celui de Daniel aussi. J'ai roulé vers le nord ce week-end-là. Un client discret, un vieux éleveur nommé Grigg, m'attendait. Il payait encore par chèque, et utilisait toujours une ligne fixe. Nous étions assis sur des chaises pliantes dans sa grange, l'air lourd de vapeur de diesel et de foin. Il n'a pas posé de questions sur Ethan, il m'a simplement tendu une enveloppe jaune. À l'intérieur, il y avait une copie de notre premier contrat, signé à l'encre par moi, Daniel et Grigg. Je garde les originaux, mais je me suis dit que tu devrais en avoir un. J'ai hoché la tête. Il a dit, tu n'es pas oublié. C'était tout. À mon retour, le communiqué de presse m'attendait. H2 Capital confirme la transition complète de la direction. Aucun impact sur le patrimoine historique n'est à prévoir. 5 mots se détachaient sur la page, d'un heure écarté. Aucun impact historique. C'était propre, stérile, précis, le genre de phrase qui efface complètement un homme. Ce soir-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai de nouveau conduit jusqu'au vieux bureau. Mais je n'étais pas seul. Et tandis que j'attendais de l'autre côté de la rue, phares éteints, j'ai vu quelque chose d'étrange. Ethan était toujours là, les bureaux étaient sombres, à l'exception du sien. Il fixait l'enveloppe que j'avais laissée sur son bureau 2 semaines plus tôt. Il ne l'avait pas ouverte, pas encore. Mais il ne l'avait pas jetée non plus, et cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Le bâtiment de la fondation était plongé dans l'obscurité. Un panneau, à louer.
recouvrait la moitié de la fenêtre avant, de ceux dont les lettres sont décolorées par le soleil, et dont un coin se décolle. J'avais encore une clé de l'époque. La serrure a résisté au premier tour, mais a cédé au second. Le couloir sentait la poussière, et les subventions perdues. À l'intérieur de l'ancien bureau de Daniel, la bibliothèque était vide. Mais le classeur était toujours là. Deuxième tiroir, côté gauche, exactement là. Où nous stockions les dossiers du trust. J'ai sorti 3 chemises cartonnées. Et j'ai pris des photos. Les dotations initiales, les lettres signées, les registres de décaissement. La signature de Daniel, ma signature, aucune mention d'Ethan. Une feuille se distinguait du reste, une copie scannée de la note manuscrite de Daniel, marquée d'un, pour les anciens combattants, toujours. Je n'ai rien emporté, j'ai simplement pris des photos, verrouillé le tiroir, et quitté les lieux sans rien toucher. À midi, j'étais chez Sherwood et Blake, le cabinet d'avocats qui avait géré notre constitution en société, en 1994. Ils ont été surpris de me voir. Pas moi. Monsieur Blake portait toujours les mêmes lunettes. Et un costume plus sombre. Il a jeté un coup d'œil sur les documents, a hoché la tête, et a dit, la clause 63 s'applique toujours. Vous pouvez soumettre une demande de maintien au titre de vos droits consultatifs. Je n'ai pas dit un mot, j'ai simplement tendu les photos imprimées, et j'ai signé le formulaire. Il y a apposé son tampon, l'a glissé dans un dossier, et a dit, nous les informerons cet après-midi. Je me suis levé, j'ai boutonné mon manteau. Monsieur Danner, a-t-il dit alors que j'atteignais la porte, vous n'êtes pas le premier héritage qu'ils essaient d'effacer. Je me suis arrêté, j'ai hoché la tête, puis je suis sorti. La jeune collaboratrice de Sherwood nous a apporté du café, pendant que nous attendions la confirmation du dépôt. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans, elle était nerveuse, et tapotait la table avec son stylo. Vous avez travaillé avec M. Hawthorne, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Mon père a reçu une bourse du Kiewans Fund. Il a dit que cela lui avait sauvé la vie. Je n'ai pas souri, j'ai juste levé ma tasse de café en signe de reconnaissance. Elle a quitté la pièce en silence. Ce soir-là, je me suis arrêté à l'université d'État d'Ellison. Daniel y donnait une conférence chaque printemps. Ils avaient une plaque à son nom dans l'aile d'économie. Elle avait disparu. J'ai demandé à l'assistante du doyen. Elle m'a répondu qu'ils avaient été informés par l'équipe juridique de H2 que la fondation était en cours de restructuration, et que tous les droits de dénomination étaient en cours de réévaluation. Réévaluer. C'était le mot qu'ils utilisaient, quand ils ne voulaient pas dire effacer. Sur le chemin du retour vers mon pick-up, je suis passé devant le foyer des étudiants. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, avec une coupe militaire, distribuait des tracts. Ancien combattant pour l'équité, disait le papier. Il m'en a proposé un, je l'ai pris. Je lui ai demandé s'il avait entendu parler du programme Kiewans. Ses yeux se sont illuminés. Mon oncle a été l'un des premiers. Il disait que cela lui avait évité de repartir à la guerre, juste pour payer son loyer. J'ai hoché la tête une fois. Puis j'ai continué à marcher. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le message adressé à Ethan était toujours dans ma boîte d'envoi, en attente. Je ne l'ai pas libéré. Pas encore. 2 jours plus tard, Ethan a accordé une interview, pas dans un podcast cette fois, Bloomberg. Il se tenait devant un écran numérique géant, où défilaient les cours de la bourse. Nous avons restructuré les actifs historiques pour plus de transparence. Moderne. La fondation H2 fonctionne désormais comme un véhicule d'investissement. ESG à haute efficacité. Nous honorons le passé, mais nous servons l'avenir. Il a souri, pas aux journalistes,
mais directement à la caméra, à moi. J'ai mis la vidéo en pause, je suis revenu en arrière. Derrière lui, parmi les petits caractères qui défilaient, figurait le nouveau nom du fonds, H2 Transitional. ESG Trust. Ils avaient dissous la fondation d'origine, discrètement, en toute légalité. J'ai appelé mon comptable. 2 sonneries. Il l'a enterré dans le Delaware. A-t-il dit, un amendement d'écran via un fonds de rachat, propre et net. J'ai raccroché sans répondre. Le lendemain matin, je me suis garé devant un café, près de la 6e avenue, juste en face du tout nouveau bureau satellite 2. H2. Je n'étais pas là pour y entrer, simplement pour observer qui en sortait. Thomas est sorti après 20 minutes, téléphone à la main, balayant les environs du regard. Il a repéré mon pick-up, s'est approché, puis s'est glissé sur le siège passager. Il ne m'a pas regardé. Il a simplement ouvert ses emails, et m'a montré une capture d'écran. Un mémo daté de 3 semaines avant la mort de Daniel. Envoyé depuis le compte personnel de Daniel. Objet, pour Ethan uniquement. Thomas m'a dit qu'il avait été archivé par erreur dans le dossier des ressources humaines historiques. Personne ne l'avait vu avant que je ne fasse une recherche sur le nom de Daniel ce matin. Je n'ai pas lu le corps du message, je n'en avais pas besoin. Pas encore. L'objet suffisait, et la date suffisait. S'il a lu cette lettre et a quand même agi ainsi, alors nous ne jouons plus au même jeu. Pas du tout. L'enveloppe était plus lourde que dans mes souvenirs. De couleur crème, scellée par la signature au stylo plume de Daniel en travers du rabat. J'ai brisé le seau avec un coupe-papier, tiré du tiroir de mon bureau. Ce même tiroir où il gardait autrefois du bourbon, et un inhalateur de rechange. L'écriture n'avait pas changé depuis des décennies. Ethan, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. J'imagine que tu consolides, que tu transformes la marque, et que tu te positionnes pour la prochaine vague. Rappelle-toi simplement que la bourse bouge vite. L'héritage, non. S'il devient trop facile d'oublier qui a construit cet endroit, tu auras besoin de quelqu'un pour te le rappeler. J'ai plus confiance en Lewis qu'en mes propres instincts. Il sait où les secrets sont cachés, car il a enterré la plupart d'entre eux avec moi. Ne le déçois pas. C'est ton unique avertissement. Daniel. Pas de poésie, juste de la précision, et une ligne qui changeait tout. La clause 74 est en vigueur. Clause 7.4. Pouvoir de surveillance latent, réservé au cofondateur en cas d'écart de la direction par rapport à la mission d'origine. Elle n'avait jamais été invoquée jusqu'à aujourd'hui. Le lendemain matin, j'ai passé un seul coup de téléphone. Puis je me suis rasé, j'ai repassé une chemise propre, et je suis resté assis en silence jusqu'à ce que l'heure arrive. Ethan est entré dans la salle du conseil. Comme un homme calculant déjà les gros titres futurs. 3 partenaires du Capital Risque étaient assis de l'autre côté de la table, les expressions neutres, les manches retroussées. Thomas se tenait près de la fenêtre. Marion. Également, la directrice financière que Daniel avait embauchée 3 ans avant son AVC. Je ne me suis pas levé quand Ethan est entré, j'ai simplement fait glisser le dossier vers lui. À l'intérieur, il y avait la lettre de Daniel, les statuts modifiés, et une dernière chose, la capture d'écran d'une annulation de don qu'il avait discrètement approuvée 2 semaines après les funérailles de Daniel. Le bénéficiaire était un centre de soins palliatifs pour anciens combattants dans l'Oregon. L'argent avait été redirigé vers un partenariat d'accélérateur de start-up, basé à Singapour. Ethan n'a pas bronché. J'ai l'autorité sur les allocations mondiales. Maintenant, a-t-il dit d'un ton plat, tu le sais bien. Marion a pris la parole pour la première fois. C'était le cas jusqu'à ce matin. Elle lui a tendu un avis imprimé. L'encre était encore chaude.
Rétablissement légal de la clause 7.4, vérifiée par le cabinet Sherwood et Blake, et notariée à 7h42. La pièce était silencieuse. Ethan a jeté un regard autour de lui, comprenant que les votes n'étaient pas là, pas cette fois-ci. Il a expiré bruyamment, s'est levé, et a dit, « Tu joues la carte de l'héritage dans un marché spéculatif. Tu crois que ça intéresse quelqu'un ?» Je n'ai pas répondu, je me suis simplement adossé légèrement, et j'ai tapoté la lettre une fois. Je ne suis pas là pour le marché. Il est sorti, sans un mot pour qui que ce soit d'autre. En sortant du bâtiment, quelqu'un m'a tapoté l'épaule près de l'ascenseur. Une femme d'une trentaine d'années, en tenue de bureau, le regard calme. « Je suis désolé de vous déranger, a-t-elle dit, mais vous êtes bien Lois Danner. N'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Elle a sorti une enveloppe de son sac. « Je m'appelle Élise Navarro. Mon père faisait partie des Kiewans. J'ai trouvé ceci en débarrassant ses affaires, le mois dernier. » J'ai pris l'enveloppe, simple, sans timbre, avec juste un mot adhésif disant « Au cas où tout s'effondrerait. » Je ne l'ai pas ouverte, j'ai juste dit « Merci ». Elle a souri, a marqué un temps d'arrêt, et a ajouté « Mon père disait. » Toujours, il n'a jamais élevé la voix, il a simplement élevé tout ce qui l'entourait. Puis elle s'est éloignée. Cette nuit-là, j'ai ouvert cette seconde enveloppe. À l'intérieur, se trouvait une photo de la première promotion d'anciens combattants. Daniel au centre, moi à ses côtés, jeune, en colère, incertain de tout. Et un affidavit signé de Daniel, daté de 6 mois avant sa mort. Il m'autorisait à dissoudre la fondation si sa mission était un jour trahie. Il ne l'avait jamais déposé, n'en ayant jamais eu besoin jusqu'à aujourd'hui. Le lendemain, j'ai appelé l'équipe juridique. Je n'invoque pas l'affidavit. Ai-je dit, mais je vais retirer mon nom. Ils étaient perplexes. J'ai clarifié ma pensée. J'allais retirer tous les droits que je détenais encore sur le nom H2. Pas de procès, pas de poursuite croisée, simplement une rupture nette avec cet héritage. À la place, j'ai créé un nouveau fonds. Sans marque, sans presse, sans partenaire corporatif, juste des dépôts directs. Vers des causes discrètes. Je l'ai nommé « Section 74 ». Une semaine plus tard, Ethan a tenu une conférence de presse. Il a qualifié la restructuration de visionnaire, mais les journalistes avaient déjà consulté les registres officiels. Ils savaient ce que signifiait la clause 7.4. Ils étaient au courant. Pour les dons disparus, et ils savaient qu'ils n'avaient rien vu venir. Il semblait plus petit à la caméra, cette fois-ci. Le costume était trop affûté. Pour le visage qu'il abritait. Je n'ai pas regardé l'intégralité de la vidéo. Seulement les 2 premières minutes. Puis j'ai fermé l'onglet. Chez moi, j'ai ouvert le grenier pour la première fois en 10 ans, et j'en ai descendu un carton marqué des lettres, DH, au feutre noir décoloré. À l'intérieur, il y avait les plaques d'identité militaire de Daniel, un drapeau plié, l'une de nos premières approbations de subvention, et une lettre non ouverte. Elle n'était pas adressée à moi, mais à la femme d'Ethan. Je ne l'ai pas lue, je l'ai simplement glissée dans une enveloppe à bulles, et je l'ai envoyée à une adresse de retour dont je me souvenais d'il y a des années. Pas de mot d'accompagnement, juste un geste. Le bâtiment portait un nouveau nom désormais. Même adresse, même fondation, mais aucune mention de Daniel. Aucune trace de la charte d'origine, juste une enseigne en métal brossé qui indiquait « Veritus Impact ». Je n'ai pas traversé la rue, je suis resté là un moment, observant les gens entrer et sortir, sans que personne ne lève les yeux, sans que personne ne se souvienne. Puis je me suis retourné, j'ai marché 2 pâtés de maison vers le nord. Jusqu'à un petit café que Daniel appréciait après les réunions du conseil. Il était toujours là. Les mêmes mugs ébréchés, les mêmes roulés à la cannelle, un peu trop cuits sous la cloche de verre.
J'ai commandé ce qu'il commandait. Toujours, un café noir, sans couvercle, et un roulé à la cannelle, sans glaçage. Le jeune homme derrière le comptoir ne m'a pas reconnu. Mais quand j'ai prononcé le nom de Danner, il s'est arrêté. Il y avait un homme qui venait ici chaque jeudi. Il s'asseyait près de la fenêtre, et disait que c'était le seul endroit où l'on ne parlait pas trop. J'ai hoché la tête. J'ai payé en espèces, et j'ai laissé un billet de 5 $ sous la tasse. 3 jours plus tard, dans une ville près d'Omaha, un petit centre pour anciens combattants a reçu une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de banque d'un montant de 42 000 $. Pas d'expéditeur, pas de logo, juste un mot. Dactylographié, pour les modernisations, section 74. Le directeur a regardé autour de lui. Un toit qui fuyait, des chaises effilochées, un unique ordinateur. À l'écran fissuré. Puis il a souri. On dirait que les fantômes veillent. Toujours. Je ne regardais plus les informations. Je n'en avais pas besoin. De temps en temps, je recevais un message vocal d'un ancien contact. Des directeurs financiers, des travailleurs sociaux, des mentors, des fils. La plupart disaient simplement, j'ai vu ce que tu as fait. Merci. Pas besoin de rappeler. Un matin, j'ai ouvert le grenier. Je n'y étais pas monté depuis des années. La poussière s'était déposée comme de la neige sur chaque boîte. J'en ai descendu une, marquée « DH » au feutre noir indélébile. À l'intérieur, les plaques d'identité de Daniel, un drapeau plié, notre première approbation de subvention communautaire, datant de 1989, et une coupure de presse jaunie, de anciens combattants lancent un fonds pour les oublier. Tout au fond, il y avait une petite enveloppe que je n'avais pas vue auparavant, portant l'écriture de Daniel, à n'ouvrir que dans la paix. Je ne l'ai pas ouverte, je l'ai simplement tenue dans ma main pendant un moment. Puis je l'ai replacée dans la boîte, j'ai refermé le couvercle, et je l'ai portée tout au fond du grenier. Hors de portée, mais pas hors de l'esprit. Ce soir-là, j'ai préparé du café chez moi. Pas de bruit, pas de programme, juste le sifflement de la bouilloire, et le clic de l'interrupteur. Sur le plan de travail, reposait une photo usée de Daniel et moi, devant notre premier bureau. J'ai retourné le cadre, non pas pour la cacher, mais simplement pour la laisser reposer. Puis j'ai fait quelques pas sur le porche. L'air était frais, les arbres dénudés, et l'on entendait le bruit léger du vent traversant tout ce que nous avions construit. Je me suis assis, j'ai laissé le silence s'installer, et je suis resté là, pendant un long moment. Il a quitté la pièce. J'ai simplement fermé la porte. La vengeance d'un gentleman ne fait pas de bruit, mais elle est toujours personnelle. Si cette histoire a résonné en vous, appropriez-vous-la. Abonnez-vous maintenant, et ne manquez pas l'histoire de demain.